Mesdames et messieurs, bonjour, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de votre émission Au Périscope qui vous est proposé par l'IH2EF. Nous sommes justement dans le studio de l'IH2EF à Chasseneuil-du-Poitou pour vous présenter aujourd'hui une émission qui sera consacrée à l'éducation, à la vie affective, relationnelle et à la sexualité. Un sujet pour lequel nous allons avoir beaucoup d'intervenants en plateau aujourd'hui puisqu'ils seront pas moins de 5 à se présenter et une personne en distance. Je vais justement déjà dans un premier temps les présenter, ceux qui sont en tout cas avec moi pour cette première partie. À commencer par vous, Franck Burbage, vous êtes inspecteur général de l'éducation du sport et de la recherche honoraire. Merci d'être avec nous, vous êtes par ailleurs membre de la Civise. Bonjour. Bonjour. En face de vous, Yael Amsalem Mingui, vous êtes sociologue, chargé de recherche à l'INJEP, l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire. Merci d'être avec nous. Merci. Et enfin, en face de vous, vous êtes Sophie Ponce, vous êtes chef du bureau des contenus pédagogiques et des langues à la DGESCO. Merci également d'être avec nous. Merci, bonjour. Tout à l'heure, nous aurons le plaisir d'accueillir deux nouveaux intervenants, en l'occurrence Vincent Coton et Sabine Ticot. Je les présenterai juste après la Minute Juriste qui vous sera présentée par Raphaël Matta-Duvigneau. Je vous rappelle que vous pouvez réagir à cette émission tout au long de sa diffusion avec le hashtag Au Périscope sur la plateforme X et pourquoi pas interroger nos intervenants pour poursuivre le débat à la suite de cette diffusion. Bien, on peut démarrer donc cette première partie consacrée aux enjeux autour de cette thématique. Et on va démarrer avec vous, Sophie Ponce, peut-être d'abord pour retracer un petit peu l'histoire qui a conduit à l'élaboration de ce programme. Oui, merci. Effectivement, c'est une longue histoire, puisqu'en fait, il faut comprendre que ces questions d'éducation sexuelle préoccupent le ministère depuis plus de 50 ans. Et cette histoire a été jalonnée par des moments importants. On peut évidemment citer mai 68, par exemple. On peut citer la loi sur la contraception, bien sûr, en 67, ou la dépénalisation de l'avortement en 75. Un moment important également, ça a été la circulaire Fontanet en 1973 qui instaurait une vraie politique d'information et d'éducation sexuelle en milieu scolaire. Si on se rapproche dans un passé très récent cette fois, on peut parler de la loi de 2001 sur l'interruption volontaire de grossesse qui a marqué un tournant dans cette histoire finalement en instaurant la mise en place de 3 séances annuelles d'éducation à la sexualité par tranche d'âge. Donc ces moments-là ont jalonné cette histoire qui, de fait, a également été aussi influencée par les évolutions de notre société. Évidemment, le développement des réseaux sociaux, l'accès au matériel numérique portable pour les jeunes a amené un certain nombre de nouvelles questions avec cet accès facile à l'information, à la désinformation, avec les réseaux sociaux et la possibilité d'échange d'images, y compris d'images sexuellement explicites, qui a posé aussi la question de l'accès à la pornographie à un moment donné. La prise de conscience dans notre société aussi des violences sexuelles qui occupent finalement de nombreux milieux professionnels. Voilà, on a vu ce qui s'est passé avec le mouvement Diez MeToo par exemple, mais pas seulement le milieu professionnel, puisque la sphère intrafamiliale est elle aussi concernée. Voilà, on estime qu'en France, toutes les 3 minutes, un enfant ou un jeune d'ailleurs, est victime d'agressions sexuelles. Donc c'est aussi ce contexte-là qui amène finalement l'éducation nationale à se réinterroger, à réinterroger la mise en œuvre des 3 séances annuelles d'éducation à la sexualité par tranche d'âge et à faire le constat qu'elles ne sont pas totalement mises en place sur le terrain, dans les écoles, les collèges et les lycées. Et donc c'est finalement dans ce contexte que l'Inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche va établir un certain nombre de rapports et qu'on va identifier parmi les leviers pour que cette éducation à la sexualité soit davantage mise en œuvre, un levier qui serait la clarification des objectifs de formation des élèves. Et donc pour clarifier les objectifs de formation des élèves par tranche d'âge, le ministre a souhaité effectivement qu'il soit élaboré un programme d'éducation à la sexualité. Il va donc saisir le Conseil supérieur des programmes, c'était en juin 2023.
Je reviens sur une précision importante que vous avez faite. On parle d'enfants et de jeunes aujourd'hui. Il ne faut pas uniquement parler d'enfants. Oui, tout à fait. L'idée, c'est bien de comprendre que ce programme d'éducation à la sexualité, qui a été décliné, mais j'y reviendrai tout à l'heure, en éducation à la vie affective et relationnelle dans le premier degré, et en éducation à la vie affective et relationnelle et à la sexualité dans le second degré, ce programme, il concerne bien évidemment tous les élèves, de la maternelle jusqu'au lycée. Très bien, merci beaucoup. Yael Amselem-Mingui, une question. Alors, vous êtes sociologue, on l'a dit tout à l'heure, chargé de recherche à l'INJEP. Que dit déjà la sociologie sur ce sujet, notamment en matière d'utilité des programmes d'éducation à la sexualité ? Alors, ce qu'on sait du point de vue des sciences sociales, c'est que tous les pays qui ont mis en place de l'éducation à la sexualité en milieu scolaire participent à légitimer en fait les questions et la reconnaissance sociale de la sexualité des jeunes. C'est pas parce qu'on n'en parle pas qu'il n'y en a pas, mais par contre, quand on en parle, on permet qu'elle se passe, on va dire, dans les meilleures dispositions possibles, à la fois dans une perspective de prévention des violences, comme le disait Sophie, alors violences intrafamiliales, violences sexuelles, y compris entre jeunes, et puis après quand on grandit, forcément. Et puis aussi, ça permet de pouvoir avoir une légitimité à poser des questions sur l'accès à la contraception, sur le choix des méthodes contraceptives, sur la question et la qualification des relations, sur aussi la possibilité d'être entendu et d'avoir une place en tant que jeune dans une sexualité. Ce qu'on voit à défaut, c'est que les pays qui prônent l'abstinence, par exemple, ont des moins bonnes données sur les grossesses à l'adolescence, des moins bonnes données sur les infections sexuellement transmissibles, alors qu'à l'inverse, tous les pays qui mettent en place des séances d'éducation à la sexualité, on voit malgré tout qu'il y a des effets à la fois sur la connaissance, mais aussi sur les pratiques derrière. Et c'est bien ça le double objectif d'un programme d'éducation à la sexualité tel qu'il a été pensé, adapté bien évidemment aux âges, au niveau des enfants et des élèves, puisqu'on ne parle pas de la même manière et on ne s'attache pas aux mêmes choses quand on est à 3 ans ou quand on en a 17, forcément. Et quel est justement le point de vue de ces élèves sur ce sujet ? Alors, le point de vue des élèves, il est assez simple, c'est-à-dire que l'école est un espace légitime pour parler de la sexualité au sens large, de la vie affective, de la vie relationnelle. Et de toute façon, c'est à l'école aussi où on en parle, entre jeunes. C'est là où on rencontre les amitiés, c'est là où on rencontre les amours, que les adultes qualifient quand on est petit d'amourettes ou de petites histoires, alors qu'elles prennent éventuellement beaucoup de place dans la vie des enfants et des jeunes ensuite. Et pour autant, ils et elles ne remettent jamais en question la place de l'école, à condition que l'école ne vienne pas juger leur comportement, à condition qu'on écoute et qu'on adapte le discours à leur questionnement. Et quand ça vient bousculer, c'est quand soit on part du principe que les jeunes aujourd'hui devraient avoir ça comme type d'information au sens des valeurs ou des pratiques, et pas au sens scientifique, alors qu'ils et elles reconnaissent que l'école est un espace de transfert de connaissances, d'abord scientifiques, et surtout scientifiques. Et donc la valeur de l'école, elle est aussi sur le fond des informations qui lui sont données, à savoir des informations qui sont documentées et qui sont validées par l'ensemble des disciplines dans lesquelles ça peut avoir lieu. C'est quoi qui est attendu du coup ? C'est un peu de la bienveillance, pas une forme de pas être trop directif dans ce qui va être présenté ? C'est de partir de leur questionnement. C'est pas de se dire que forcément tous les enfants dans toutes les classes à tous les mêmes âges ont les mêmes questionnements. Il y a des effets de contexte géographiques, des effets parce qu'on a on n'est pas la même chose, on n'est pas le même humain quand on va grandir en milieu rural, en milieu urbain, quand on grandit en outre-mer, quand on est dans un établissement français de l'étranger. Enfin, tout ça, ça va faire aussi des questionnements qui vont être situés aussi socialement, situés du point de vue du genre. Et donc, c'est de partir de leur questionnement et de pouvoir être des adultes qui sont en mesure de répondre à leurs questionnements à partir des données scientifiques et pas à partir de ce que pense le point de vue de l'adulte, parce qu'en fait, c'est pas ça qu'ils attendent. Ils attendent pas de savoir quel est le point de vue de l'adulte en face d'eux, mais qu'est-ce que aujourd'hui on sait sur telle ou telle question. Donc typiquement, au premier degré, ça va être la question de c'est quoi l'amour ou c'est quoi l'amitié. Ils n'attendent pas à ce qu'on leur dise être amoureux, c'est être comme ça ou comme ci, mais plutôt c'est quoi la différence dans les sentiments. C'est quoi la différence dans les émotions et qu'est-ce qui va faire qu'on va distinguer des types de relations.
Et puis après, au fil des âges, on va avoir des questionnements qui vont évoluer, à la fois sur c'est quoi les définitions des termes aujourd'hui qui vont entourer la sexualité à l'adolescence. Donc ça va être c'est quoi la pansexualité, c'est quoi la plurisexualité, c'est quoi être gay, lesbienne, trans, queer. Enfin voilà, toutes ces définitions-là qui n'attendent pas un point de vue de valeur du point de vue de l'adulte, mais vraiment un point de vue définitionnel, de manière à partir des bons mots et participer à avoir un langage collectif et une définition collective des termes. Donc finalement, c'est des programmes dans un programme, si je vous écoute. C'est un programme qui inclut l'ensemble des questions aux âges et au niveau de chacun des élèves. Et qui se décline avec les spécificités de chaque territoire, pourquoi pas Et aussi. puis de chaque classe et de chaque groupe d'enfants ou d'élèves qui va faire émerger des questionnements. Donc c'est là où on va voir aussi que c'est... Enfin, je pense que c'est aussi l'intérêt de ce programme, qu'il soit déclinable en fonction des matières, en fonction des disciplines, en fonction des occasions, de manière à pouvoir s'emparer de ce questionnement et des questionnements des élèves avec des arts plastiques, avec de la musique, du sport, du français, des SES, de la SVT, enfin voilà, et ça à n'importe quel niveau. C'est aussi se poser la question de l'égalité et des rapports de genre. Merci à LMCM Mingui. Sophie Ponce, justement, on va parler de ce programme. Quelles sont, on va dire, dans les grandes lignes, les intentions et les contenus de ce programme ? Alors, peut-être juste avant de préciser ces intentions, rappeler que ce projet de programme que le Conseil supérieur des programmes a produit, il a été effectivement conçu d'abord dans le cadre d'un travail d'experts avec des points de vue de terrain, puisque le Conseil supérieur des programmes a mobilisé des formateurs, des enseignants, des inspecteurs, mais qu'il a aussi mené un grand nombre d'auditions, donc beaucoup d'institutions, différentes structures, des associations ont aussi pu apporter leur regard finalement sur les enjeux d'un tel programme. Et puis ensuite, ce projet de programme, une fois élaboré par le Conseil supérieur des programmes, il a été soumis à une consultation nationale auprès des personnels de l'éducation nationale, mais aussi auprès de la société civile. Et il a encore évolué au regard des remontées de cette consultation. Ce qui a amené finalement le programme actuel, ce programme qui a été présenté au Conseil supérieur de l'éducation fin janvier 2025 et qui a d'ailleurs reçu un vote très favorable, hein, ça mérite quand même d'être souligné, il a eu 60 voix pour et 0 voix contre, ce qui est aussi le témoin finalement d'une réelle attente des personnels de l'éducation nationale de pouvoir s'appuyer sur un programme qui clarifie les objectifs de formation. Alors, quelles sont ses intentions ? Quelles sont ses intentions et comment il est construit ? Alors, du point de vue des intentions, je pense qu'il y a un passage extrêmement important à lire dans ce programme, c'est le préambule, qui justement clarifie les intentions de formation des élèves avec un équilibre recherché entre, je dirais, des enjeux de citoyenneté et des enjeux de santé. Le développement de l'esprit critique des élèves est au cœur de ce programme à travers différentes thématiques. Il s'agit bien d'amener les élèves à développer leur pensée dans le cadre d'une réflexion sur la mise en place de relations respectueuses entre individus, mais aussi dans l'acquisition de connaissances, hein, voilà, on le disait tout à l'heure, dans l'acquisition de connaissances scientifiques, objectives, qui vont permettre à chaque élève de faire des choix favorables pour sa propre santé, mais aussi pour celle des autres. Donc voilà les grandes intentions de ce programme qu'on va retrouver évidemment dans le préambule. Alors ensuite, ce programme, je le disais tout à l'heure, il est décliné en éducation à la vie affective et relationnelle au premier degré. Donc on voit bien qu'on va être très axé sur ces questions-là autour des émotions et de la relation. Et en éducation à la vie affective et relationnelle et à la sexualité au second degré, évidemment, les questionnements vont avancer en fonction du développement et de la maturité des élèves. 3 grands axes structurent tout ce programme. Ces grands axes, on les retrouve vraiment depuis la maternelle jusqu'au lycée. Ils sont importants pour comprendre comment le programme se construit. On a un premier axe qui s'appelle « Se connaître, vivre et grandir avec son corps ». Un deuxième axe qui est davantage axé sur la rencontre des autres, comment on construit des relations, comment on s'y épanouit. Et un troisième axe qui s'intitule « Trouver sa place dans la société, s'y sentir libre et responsable ». Alors, si je reprends, j'allais dire sous une façon plus schématique, je dirais que finalement le premier axe c'est moi, me connaître moi. Le deuxième axe c'est moi dans ma relation aux autres. Hein.
Et le troisième axe, c'est moi dans la société, comprendre ma place dans cette société. Et donc on va retrouver ces axes déclinés en objectifs d'apprentissage à la maternelle, à l'école alimentaire, au collège, au lycée et en lycée professionnel pour les CAP. Ensuite, pour pouvoir avoir une vision très globale de ce programme, on propose un tableau synoptique au personnel qui permet de visualiser justement ces objectifs d'apprentissage de la maternelle au lycée pour voir à la fois les enjeux d'un point de vue global, mais aussi du point de vue de la progressivité. Puisque ça, c'est un point aussi qui est très important, c'est de fixer des objectifs d'apprentissage qui soient réellement adaptés à l'âge des élèves. Donc c'est ce que ce programme cherche à faire, en proposant à la fois des objectifs d'apprentissage qui vont ensuite être déclinés évidemment en notions, en compétences, et puis qui peuvent aussi être associés à des propositions de démarches et d'activités pour inspirer les personnels dans la mise en œuvre des 3 séances spécifiques chaque année et par tranche d'âge. Voilà, peut-être terminer en disant que dans ce programme, finalement, on insiste aussi sur un certain nombre d'intentions, de principes. C'est-à-dire que cette éducation à la vie affective et relationnelle et à la sexualité pour le second degré, elle est l'affaire de tous, mais elle est l'affaire de tous les personnels de l'éducation nationale. C'est aussi ça que ce programme réaffirme. Et puis, que la co-animation est un principe, quand il peut être mis en place, qui est intéressant justement pour croiser les regards, bien sûr. Et puis que ça amène effectivement à réfléchir à la posture qu'on adopte quand on va mener en tant qu'enseignant une séance d'éducation à la sexualité. Merci Sophie Ponce. Yael Amselem-Mingui, avant de vous libérer pour la deuxième partie, peut-être souhaitez-vous compléter les propos que vous venez d'entendre, peut-être une petite réaction avant de laisser la place à nos prochains intervenants. Je pense que peut-être l'élément sur lequel je ne suis pas revenue, mais qui est vraiment important, c'est que quand on interroge, en tout cas du point de vue de la sociologie, les élèves, on va dire au cours des années collège et lycée, moi j'ai pas travaillé sur les plus jeunes, d'autres collègues interrogent les plus jeunes. Ce qui est clair, c'est que dans l'éducation à la sexualité, ils veulent des adultes qui soient formés, qui leur parlent, avec des outils qui sont originaux, qui ne sont pas du tout des leçons. L'idée, c'est pas de faire des leçons de morale, ni des leçons de valeur. Et dernier élément, pas plus que les adultes, ils ne souhaitent et elles ne souhaitent qu'on parle des pratiques sexuelles. Et ça, c'est quelque chose qui revient dans tous les entretiens, à savoir, la pratique, ça fait partie de la sphère intime, mais nous, dans l'école, par contre, on a besoin d'avoir des éléments, y compris, et c'est là où on voit le lien qu'ils et elles font tout de suite avec les autres matières, c'est comment on met en place la lecture critique de contenu. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai ce que j'ai pu lire sur les réseaux sociaux, sur quoi je suis tombée? Est-ce que ça c'est vrai ou pas? Et comment on sait qu'une information elle est vraie? Et là, on voit combien, en fait, l'éducation à la sexualité, elle s'inscrit finalement dans le reste des programmes des autres disciplines. Et elle n'est pas isolée, c'est pas un truc en soi qui serait isolé, à condition que ça soit pensé collectivement. Merci d'avoir été avec nous, Yael Amselem-Mingui, aujourd'hui pour cette émission consacrée à l'éducation, à la vie affective, relationnelle et à la sexualité au périscope. Je vous propose de marquer une courte pause. En tout cas, vous allez pouvoir continuer de réagir sur la plateforme X avec le hashtag au périscope. On va marquer cette pause avec la minute juriste qui nous est présentée aujourd'hui par Raphaël Mata-Duvigno. Et après cela, on accueillera nos nouveaux intervenants. Restez avec nous. Dans le cadre de l'éducation à la vie affective et relationnelle et à la sexualité, quelques points juridiques méritent d'être soulevés. Avant toute chose, rappelons, d'une part, que la notion de droit à la sexualité des mineurs n'est reconnue ni par les textes, ni par la jurisprudence, et que la doctrine juridique est très divisée sur ce point. Et d'autre part, que de l'autorité parentale découlerait le droit pour les parents de contrôler les fréquentations de leurs enfants. La principale question juridique abordée sera celle de la majorité sexuelle. La majorité sexuelle est l'âge à partir duquel un mineur peut entretenir un rapport sexuel avec un majeur sans que ce dernier commette une infraction pénalement réprimée. Il faut savoir que l'âge définissant ce seuil a varié depuis sa création en 1832, avec l'âge de 11 ans à l'époque. Entre 1942 et 1982, il a différé selon que le rapport était hétérosexuel ou homosexuel. En 1997, la Cour européenne des droits de l'homme a jugé, pour le Royaume-Uni, qu'une telle distinction constituait une discrimination.
Le terme de majorité sexuelle étant explicitement inexistant dans les textes, le Conseil constitutionnel propose alors une définition dans une décision rendue en 2012. Je cite « L'âge à partir duquel un mineur peut valablement consentir à des relations sexuelles, avec ou sans pénétration, avec une personne majeure, à condition que cette dernière ne soit pas en position d'autorité à l'égard du mineur. » Fin de citation. Aujourd'hui, l'article 227-25 du Code pénal réprime l'atteinte sexuelle sur mineur de moins de 15 ans. La majorité sexuelle, ou dite liberté sexuelle, est donc fixée à 15 ans. Et pour le dire autrement, à partir de 15 ans, des relations sexuelles consenties avec un majeur ne peuvent pas donner lieu à des poursuites pénales. De cette règle générale découlent plusieurs applications. Déjà, les relations sexuelles entre un mineur de moins de 15 ans et un majeur sont interdites, peu importe que le mineur soit consentant. Ensuite, des poursuites pénales sont possibles si le majeur est un ascendant, parent, grand-parent, ou s'il abuse de ses fonctions envers le mineur, professeur, médecin, éducateur, entraîneur sportif, coach artistique, etc. Par ailleurs, entre enfants de moins de 15 ans, les relations sexuelles ne sont pas interdites par la loi et ne peuvent être poursuivies, sauf s'il y a agression, c'est-à-dire violence, contrainte, non-consentement, menace ou surprise. Enfin, l'absence de pénalisation ne vaut que si la relation est consentie par le mineur. Dans le cas contraire, on bascule vers des infractions pénales. À ce titre, les conséquences légales pour un adulte ayant des relations sexuelles avec un mineur de moins de 15 ans sont strictement encadrées par le Code pénal. Et les qualifications juridiques de ces infractions et les sanctions, à savoir peine d'emprisonnement ou amende, varient selon la nature des faits. Ainsi, toute relation sexuelle entre un adulte et un mineur de moins de 15 ans, même consenti, est considérée comme une infraction appelée atteinte sexuelle au sens de l'article 227-25 du Code pénal. Si une relation implique violence, contrainte ou surprise, elle est qualifiée d'agression sexuelle ou de viol, selon qu'il y ait ou non pénétration. Il peut également y avoir des circonstances aggravantes, soit lorsque les atteintes sont commises par toute personne majeure ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait, soit lorsqu'elles sont commises par une personne majeure qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions. La loi du 21 avril 2021, adoptée à la suite de plusieurs affaires médiatisées et visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l'inceste, crée de nouvelles infractions sexuelles. Le principal apport est d'avoir posé un seuil de non-consentement pour les mineurs de moins de 15 ans qui ont des relations sexuelles avec des majeurs. 4 nouvelles infractions sont créées dans le Code pénal pour punir ces actes sexuels sur les enfants. Le crime de viol sur mineur de moins de 15 ans, le crime de viol incestueux sur mineur, c'est-à-dire moins de 18 ans, le délit d'agression sexuelle sur mineur de moins de 15 ans et le délit d'agression sexuelle incestueuse sur mineur de moins de 18 ans. En conséquence de cette loi, les juges n'ont plus à établir une violence, une contrainte, une menace ou une surprise pour constater et punir l'atteinte. Le texte complète également la définition du viol en y mentionnant les actes bucco-génitaux et étend le périmètre de l'inceste aux grands-oncles et aux grandes-tantes. D'autres mesures sont instaurées par cette loi, comme la lutte contre le phénomène de sextorsion. Les parlementaires ont également créé un délit réprimant le fait, pour un adulte, d'inciter un mineur à se livrer à des pratiques sexuelles sur Internet, ou encore le proxénétisme. Précisons également que les amours adolescentes ne sont pas visées. Une clause dite Roméo et Juliette a été introduite dans cette loi de 2021 afin de préserver les relations sexuelles lorsque l'auteur et le mineur ont moins de 5 ans d'écart d'âge. Cette clause ne joue pas évidemment en cas d'inceste ou quand la relation n'est pas consentie ou intervient dans le cadre de la prostitution. Une autre question très complexe doit être soulignée, celle du consentement. Le droit impose plusieurs exigences cumulatives pour qu'un consentement soit reconnu comme valable. Tout d'abord, il doit être volontaire et libre, c'est-à-dire donné sans menace, contrainte, abus de pouvoir ou surprise. Il doit être ensuite éclairé. Un accord doit être donné en pleine connaissance des conditions et implications de l'acte. Il doit être ensuite spécifique, c'est-à-dire valable pour un acte précis et non généralisable. Il doit en outre être réversible, c'est-à-dire qu'il peut être retiré à tout moment. Il doit également être exprimé et perçu, c'est-à-dire que le consentement doit être clairement manifesté et compris par l'autre partie, sans ambiguïté.
Par ailleurs, il est essentiel que la personne soit autonome et capable de discernement, disposant des facultés cognitives nécessaires pour comprendre et décider. L'absence de consentement dans une relation sexuelle constitue une infraction pénale dont la qualification varie selon la nature de l'acte, viol, agression sexuelle, harcèlement sexuel, etc. Depuis la loi du 21 avril 2021, citée précédemment, le consentement d'un mineur de moins de 15 ans à un acte sexuel avec un majeur est juridiquement inopérant. Idem pour l'âge de 18 ans dans les affaires d'inceste. C'est-à-dire que le majeur ne peut s'en prévaloir comme moyen de défense. Le législateur présume ainsi que le mineur, en raison de sa situation de vulnérabilité et de dépendance, ne peut donner un consentement éclairé. Les contentieux liés aux infractions sexuelles reposent souvent sur l'écart entre la perception des faits par la victime, absence de consentement, et celle de la personne mise en cause, absence de contrainte. Cette zone grise constitue un enjeu majeur dans l'appréciation judiciaire du consentement réel et perçu, ce qui fait d'ailleurs débat aujourd'hui au niveau du Parlement. Une dernière question mériterait d'être approfondie, je ne fais que l'effleurer, celle du contrôle des intervenants extérieurs en milieu scolaire, spécifiquement sur les questions d'éducation à la vie affective et relationnelle et à la sexualité. Et nous sommes de retour en plateau pour la seconde partie de notre émission qui va être consacrée à un format table ronde sur ce sujet, l'éducation à la vie affective, relationnelle et à la sexualité. Je vous rappelle que tout au long de l'émission, vous pouvez réagir aux propos de nos intervenants sur la plateforme X avec le hashtag Opériscope. Deux intervenants nous ont rejoints en plateau. Merci Sabine Ticot d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes IAIPR en sciences de la vie et de la terre, référente académique EVARS dans l'Académie d'Aix-Marseille. Bonjour. Et en face de vous, Vincent Coton, vous êtes IEN premier degré dans la circonscription de Cambrai-Centre, dans l'Académie de Lille. Merci d'être avec nous. Je le disais tout à l'heure, nous avons une sixième intervenante qui n'a pas pu, hélas, être avec nous aujourd'hui, mais qui a enregistré une capsule. On va la découvrir en images. Il s'agit de Claire Bay, déjà intervenue plusieurs fois sur ce plateau de l'IH2EF. Elle est chef du bureau de la santé et de l'action sociale à la DGESCO. Et elle va nous présenter sa vision sur la politique nationale au service du pilotage des cadres en lien avec ce sujet. Oui, bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis Claire Bay, chef du bureau de la santé et de l'action sociale à la DGESCO. Donc la publication de ce programme d'éducation à la vie affective et relationnelle pour le premier degré, d'éducation à la vie affective et relationnelle et à la sexualité pour le second degré, ça constitue évidemment une étape décisive pour assurer la mise en œuvre effective de ces 3 séances annuelles par groupe d'âge homogène qui sont prévues dans le Code de l'éducation depuis 2001. Et il faut savoir que l'organisation de ces séances, ça permet avant tout de protéger les enfants et les adolescents des violences et des discriminations, mais aussi de promouvoir des relations respectueuses en favorisant l'égalité, notamment entre les filles et les garçons. Sur ce sujet, le rôle des personnels d'encadrement, il est déterminant, parce que vous êtes des acteurs clés pour la mise en œuvre et vous pilotez cette mise en œuvre. Donc concrètement, comment est-ce que vous allez pouvoir vous y prendre ? Bien, tout d'abord en constituant une équipe pluricatégorielle ou intercatégorielle, et puis en désignant éventuellement un référent qui va pouvoir vous apporter un appui. Ça peut être le référent égalité, mais ce n'est pas une obligation. Et puis en favorisant un véritable travail d'équipe, notamment avec les personnels sociaux et de santé qui vont jouer un rôle central parce qu'ils ont développé une expertise qui est précieuse sur ce sujet. Donc vous allez aussi pouvoir réfléchir à organiser la formation dans votre établissement, qui a besoin d'être formé, sur quoi, et je montrerai après comment vous pouvez vous appuyer sur votre académie pour ce faire. Et puis bien sûr, vous êtes garant des partenariats. Donc essentiellement sur le second degré, nous ce qu'on recommande, c'est que l'intervention des associations éventuellement partenaires, elle soit plutôt centrée sur le second degré. Et là, bien sûr, c'est vous, en tant que chef d'établissement, qui êtes responsable de choisir ces associations. Donc des associations, on préconise qu'elles soient évidemment agréées. Mais voilà, allez voir un petit peu ce qui se passe dans ces séances, regardez la qualité, veillez à ce qu'il y ait bien un travail préparatoire conjoint en amont, que ces séances soient co-animées. Je rappelle qu'elles sont toujours sous la responsabilité des personnels de l'éducation nationale.
Et puis, bien sûr, autre élément clé, vous allez devoir assurer la communication avec les parents. Et puis, et là aussi, c'est un point essentiel, veiller à la protection des personnels. C'est un sujet qui est extrêmement important. Il faut que ce soit systématique, qu'on soit présent et que toute contestation trouve une réponse. Et pour tout cela, eh bien, à la DGESCO, nous avons mis en place tout un arsenal pour soutenir les chefs d'établissement, les inspectrices, les inspecteurs, les directrices, les directeurs dans leurs tâches. Donc, vous pouvez déjà compter sur l'appui des équipes de pilotage de l'éducation à la sexualité académique. Ce sont vos relais de proximité sur le terrain. Vous pouvez évidemment, si c'est sur le sujet plus spécifique du développement des compétences psychosociales, également prendre appui sur les délégations académiques des compétences psychosociales. Leurs coordonnées sont sur nos sites EduScol. Et justement, nous avons créé une nouvelle page EduScol sur les enjeux de l'éducation à la sexualité, donc qui va vous fournir des éléments sur la base légale. Vous pourrez y retrouver le programme, la circulaire d'application, qui est évidemment importante pour vous accompagner dans la mise en œuvre, puisqu'elle est assez, en tout cas, elle se veut assez opérationnelle. Vous retrouverez des éléments de langage pour pouvoir porter cette politique, avec notamment une fiche focus sur les compétences psychosociales, et toute une partie sur également les principes éthiques qu'il est important de mettre en œuvre pour ces séances d'éducation à la vie affective et relationnelle et à la sexualité. Nous prévoyons d'enrichir, puisque nous avons tout un portail de pages sur EduScol sur l'éducation à la sexualité, nous prévoyons de l'enrichir avec une page spécifique sur le pilotage, et puis vous avez des pages focus, une page sur la formation, etc. qui devraient venir. Donc justement, nous déployons au niveau de la DGESCO tout un plan de formation qui va se décliner avec des actions au niveau national jusqu'à des actions au niveau local. Donc nous avons un plan national de formation qui a lieu au mois de mars pour les pilotes académiques et les formateurs académiques. Et cette formation, elle va être déclinée ensuite en académie d'ici à la fin de l'année scolaire avec des ateliers territorialisés. Et puis, dans les plans de formation académique et puis en département, l'année prochaine, à partir de la rentrée, vous aurez des actions de formation pour que les professeurs et les personnels qui le souhaitent puissent se former à mettre en œuvre des séances. Et d'une manière plus large, nous sommes en train de finaliser un parcours magistère qui sera à destination de tous les personnels qui veulent se lancer, qui sera composé, alors on n'a pas tout à fait déterminé, mais environ de 5 modules que vous pourrez suivre et qui permettront d'apporter un appui sur la mise en œuvre, sur les enjeux, sur l'organisation, le pilotage, sur le lien avec les disciplines, etc. Toutes les thématiques importantes pour pouvoir mettre en œuvre l'éducation à la vie affective et relationnelle et à la sexualité. En plus de tout ce plan de formation, vous aurez également des ressources sous forme de livrets. Donc on va publier un livret par niveau qui va proposer 3 séances spécifiques donc par niveau et puis d'autres séances qui peuvent être en lien avec les disciplines. Donc ce sera normalement des livrets très complets qui seront mis progressivement en ligne là aussi d'ici à la fin de l'année scolaire. Et puis enfin, il est important de pouvoir bien assurer une bonne communication. Je l'avais dit tout à l'heure, notamment avec les parents. Donc on a construit tout un outillage pour vous donner des clés pour réagir, pour communiquer sur le sujet et aussi pour réagir en cas de contestation. Donc nous avons la page education.gouv.fr sur le sujet qui est davantage à destination des familles. Donc vous pouvez à la fois renvoyer les familles vers cette page et à la fois vous servir des éléments de cette page comme éléments de langage pour communiquer à votre niveau. Sur cette page, vous retrouverez notamment une plaquette à destination des parents qui explique les grandes lignes de ce programme et surtout le fait qu'il soit vraiment adapté à chaque niveau et que par exemple dans le premier degré, on ne parle pas de sexualité. Vous avez aussi sur cette page des capsules vidéo que vous avez pu voir passer aussi peut-être sur les réseaux sociaux et qui peuvent être intéressantes aussi pour communiquer. Et vous avez enfin une foire aux questions que vous retrouverez aussi que vous trouverez sur la page EduScol,
qui part de toutes les problématiques que vous pouvez rencontrer au quotidien dans la mise en œuvre de cette éducation, avec des éléments de réponse pour vous accompagner, sachant que c'est toujours important, voilà, d'engager un dialogue en cas de contestation, en première intention, avec les familles, et surtout de signaler les difficultés que vous rencontrez, notamment aux délégations académiques, pour réagir rapidement, de manière adaptée, pouvoir trouver un soutien aussi et un appui et des conseils sur cette communication. Donc voilà, j'en ai terminé sur votre rôle et la manière dont vous pouvez agir pour nous aider à mettre en œuvre ces séances et à les organiser à votre niveau. Donc je vous remercie. Bien, merci beaucoup Claire Bay pour cette capsule. On va pouvoir passer à notre débat, à notre format table ronde, avec une illustration de comment s'applique concrètement ce programme dans le premier et le second degré. Peut-être d'abord en vous interrogeant tous les deux sur cet enjeu commun, à la fois sur la vie affective dans le premier degré et sur la sexualité dans le second degré. Quel est-il justement cet enjeu commun, Vincent Poitron ? Alors il y a un contexte social et culturel qui nécessite forcément un engagement de tous et de toutes. Et puis on voit que sur certains territoires, les valeurs de la République peinent encore à s'imposer. Et puis parfois aussi les familles, peut-être la question de la perte de confiance des familles sur certains territoires. En tout cas, il y a une vraie nécessité de prendre en compte l'existant, autrement dit ce qui se fait déjà dans les écoles, dans les classes, et pour aller jusqu'à l'attendu. Et l'attendu, c'est le prescrit, et c'est en l'occurrence le nouveau programme qui vient d'être publié. Peut-être dans la continuité sur le second degré, Sabine Tico, ou peut-être pour parler un petit peu plus loin des leviers qui sont à votre disposition. Oui, alors donc les freins identifiés par Vincent dans le premier degré sont les mêmes dans le second degré, mais ils sont peut-être effectivement exacerbés dans le premier degré concernant les peurs de certaines familles. Mais dans le second degré, nous avons d'autres freins. On y reviendra, notamment en termes organisationnels, mais en termes de levier, tout ce qui existe déjà, donc c'est vrai que l'existant, on n'a pas commencé l'éducation à la vie affective, relationnelle et à la sexualité avec le nouveau programme. On en met en œuvre dans les établissements depuis longtemps et il faut pouvoir s'appuyer sur les pilotes académiques. Donc par exemple, moi, au niveau de l'échelle d'une académie, il y a un pilote sur les VARS, mais il y a aussi et surtout les directeurs d'école, Vincent en reparlera, mais les chefs d'établissement et les directeurs pour les établissements privés sous contrat. Donc c'est vraiment ces pilotages-là qui vont permettre une mise en œuvre effective, en appui sur des personnels qui animent déjà des séances, mais aussi en motivant de nouveaux personnels à animer des séances. Donc là, on y reviendra peut-être sur la question de l'opérationnel. Peut-être Vincent, tu voulais... Alors peut-être compléter sur la question de la conscientisation, c'est-à-dire qu'il s'agit de conscientiser, faire conscientiser, donc faire prendre conscience aux enseignants, et pas seulement, qui est une question aussi de santé publique, ça a été rappelé tout à l'heure en première partie, en termes de violence intrafamiliale ou violence sexuelle. Il y a aussi le fait que les enfants, donc nos élèves, ont besoin de repères, de figures de confiance pour aborder ces questions-là, donc ça c'est extrêmement important. Il faut que les enseignants en prennent vraiment conscience. Et que les enseignants visent à construire la pensée et non pas l'intime des élèves et des enseignants également. Et puis les leviers, alors il faut les identifier. Alors dans le premier degré, on peut les identifier assez facilement. On appuie les directeurs d'école en termes de pilotage et d'accompagnement des équipes. Ça, c'est la première chose. C'est extrêmement important. Et puis l'existant, je le disais tout à l'heure, donc ça, évidemment, il faut en tenir compte, notamment dans le cadre des actions qui sont proposées, dans le cadre des parcours éducatifs. Et ça, c'est extrêmement important. Donc on a un appui extrêmement important sur ces actions. Quand c'est possible, on prend appui sur les référentes et référents égalité, dès lors qu'ils existent dans des établissements. Alors, ils existent dans le second degré. Alors, pas forcément dans le premier degré. En tout cas, pour les circonscriptions, c'est aussi une volonté de désigner et d'avoir ces référents pour nous aider à la mise en œuvre des programmes. Et puis, il y a les instances, donc les conseils de maîtres, le conseil d'école, on y reviendra tout à l'heure par rapport à la communication aux familles, et puis les instances de liaison, les conseils école-collège, où là on a forcément des outils à disposition qui nous permettent de piloter et d'accompagner les équipes, autant premier, second degré dans la question de la liaison. Et puis il faut rappeler aux enseignants que les VAR, elle est multidimensionnelle, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on est aussi sur la question de l'estime de soi,
de la confiance, du respect de l'autre. Et ça aussi, c'est extrêmement important par rapport à ce que disait Sophie tout à l'heure en première partie sur le contenu des programmes. Et ça, il faut vraiment aller sur ces questions-là pour assurer notamment en termes de légitimité de nos enseignants. Et le prescrit est là, et donc le contenu et les tableaux qui sont proposés dans ce programme sont extrêmement importants en termes de cibles précises, en termes d'activité, et puis aussi pour rassurer les familles pour éviter les représentations erronées de ce qui doit être fait ou ce qui peut être fait à l'école. Donc ça, sont vraiment des leviers extrêmement importants. Et sur les enjeux de pilotage, on reviendra après sur la question de pouvoir aussi analyser et accompagner les équipes. Alors justement, très concrètement, comment ça va se traduire sur le terrain demain, cette mise en œuvre ? Alors on a nos plans de formation. Pour le premier degré, il y a la question du plan de formation, c'est-à-dire qu'on s'empare du plan de formation. Il y a la question de l'appropriation des programmes. Comment on accompagne nos enseignants pour avoir une connaissance très aboutie du prescrit, et notamment la partie, le préambule qui est évoqué tout à l'heure, extrêmement important. Donc on repose le cadre, et ça c'est extrêmement important. Et après on va sur la question des ressources à déployer pour mettre en œuvre ce qui est proposé en termes de notions de compétences et d'activités précises, que ce soit en maternelle ou en élémentaire. Sabine Thicot, dans le second degré ? Alors, pour le second degré, je vais compléter un petit peu sur les instances de pilotage, puisque nous avons en plus donc, du conseil pédagogique, où là, ça va être important de pouvoir impulser un véritable collectif, notamment interdisciplinaire. Je reviendrai sur cette question de l'interdisciplinarité. Mais on a aussi les CESCE, les comités d'éducation à la santé, à la citoyenneté et à l'environnement, dans les établissements du second degré, où normalement devraient pouvoir se construire des parcours cohérents. C'est-à-dire que là, l'enjeu vraiment pour la mise en œuvre effective, Sophie Ponce l'a dit tout à l'heure, malheureusement, aujourd'hui, même s'il y a des choses de fait, les 3 séances par an, par niveau, ne sont pas toujours effectives. Et l'enjeu, c'est vraiment d'organiser, de coordonner. Donc les référents dont a parlé Vincent peuvent effectivement être des appuis et ne pas les confondre avec des porteurs de projets. Ce n'est pas des porteurs et ceux qui vont animer forcément les séances. Il va falloir vraiment coordonner ça et articuler avec d'autres choses qui se passent déjà dans les établissements. Je pense évidemment au plan phare avec la lutte contre le harcèlement. Il va y avoir beaucoup de liens avec l'éducation à la vie affective, relationnelle et à la sexualité. Mais il y a aussi des choses autour de l'éducation aux médias et à l'information. Il y a également des projets autour de l'école promotrice de santé avec certains établissements qui se lancent d'ores et déjà, dans le premier comme dans le second degré, dans le label EduSanté, avec la question du développement des compétences psychosociales qui est un petit peu au cœur de cette démarche, avec cette prise en compte. Et là, on voit bien les 3 axes du programme qui sont très, très pertinents, avec la prise en compte de soi, la prise en compte de l'autre et la prise en compte, finalement, de soi et des autres dans la société. Et c'est l'articulation de toutes ces mises en œuvre en établissement qui va faire que l'EVARS va pouvoir vivre avec 3 séances minimum par niveau et par an. Vous disiez il y a quelques instants que ces 3 séances n'étaient pas forcément effectives jusqu'à présent. Comment l'expliquer ? Alors justement, dans le second degré, historiquement, c'était quand même beaucoup les infirmières de l'éducation nationale, infirmiers et infirmières de l'éducation nationale, et aussi les enseignants des sciences de la vie et de la terre qui étaient un petit peu à la manœuvre parce qu'il y a eu des entrées sur la question de la santé sexuelle qui se sont posées à un moment. Et on voit bien que depuis, il y a une dimension bien plus large que cette dimension biologique et santé, mais les personnels sont peu engagés jusqu'à présent de manière collective et interdisciplinaire. Et c'est bien ce programme, quand on le lit, on voit bien les liens, on voit davantage les liens. On va pouvoir lutter un petit peu contre des représentations initiales. Donc c'est sans doute ces représentations initiales de ce qu'étaient les VARS jusqu'à aujourd'hui dans l'esprit des gens qui étaient un frein. Là, avec le programme et avec l'impulsion, encore une fois, des chefs d'établissement, l'idée, c'est vraiment de créer des collectifs interdisciplinaires, des enseignants de lettres, des enseignants de philosophie, évidemment, en lycée, d'EPS. Il y a beaucoup d'enjeux en EPS sur le corps, sur la vision du corps, avec des refus aussi d'enseignement, parfois sur des cours de natation. Et là, on touche typiquement une question qui est traitée en EVARS. Et concrètement, ça va s'organiser sur quel temps, à quel moment de la semaine? C'est un peu... Alors j'ai évoqué tout à l'heure, pour le premier degré, le plan de formation. Oui. Donc on est dans les obligations de service des enseignants. Donc de ce fait, on peut accompagner de manière très précise dès lors qu'on a fixé les organisations du plan de formation.
autre levier, autre possibilité, c'est dans le cadre de nos évaluations d'école, évaluations externes, où au regard des différents domaines, on peut aussi avoir cet angle précis de la mise en œuvre de tous les programmes. Et peut-être là, au regard de la publication des programmes EVARS, ça peut être important aussi d'avoir cette focale en particulier dans les mois qui viennent. Et puis dire aussi que dans le premier degré, on a peut-être une plus grande liberté, peut-être sans doute d'organiser les choses, puisque un enseignant, une enseignante pour une classe, voilà. Donc c'est-à-dire qu'en termes de temporalité sur la semaine ou sur la période, les choses sont peut-être plus faciles pour les enseignants d'organiser les choses et d'avoir des appuis, un ancrage dans les enseignements et de passer d'un domaine d'activité à un autre ou de passer d'un champ disciplinaire à un autre de manière plus fluide et plus transversale pour les élèves. Ça veut dire qu'on a moins de liberté dans le second degré ? Je ne sais pas si on a moins de liberté, mais une nécessité de coordination. C'est ce que je disais avec l'interdisciplinarité, mais c'est vrai à l'échelle de l'intercatégorialité aussi, puisqu'il y a plusieurs types de catégories de personnel qui vont s'investir dans l'animation des séances. Et vraiment, l'enjeu, c'est d'anticiper. C'est-à-dire que pour le chef d'établissement qui va organiser les 3 séances par année, il faut vraiment anticiper ça dès cette fin d'année scolaire. Et c'est pour ça là, que toutes ces ressources aussi vont être mises à disposition au fur et à mesure pour pouvoir organiser cette mise en œuvre effective. Quand je vais dans les établissements, là aujourd'hui, ils me disent « mais quand est-ce qu'on va faire ça ?» Et je suis toujours un peu étonnée qu'on me pose cette question pour les VARS, alors qu'on ne se la pose pas pour l'EMI, qui, pareil, n'a pas de temps dédié, ou pour passer la certification PIX, ou pour d'autres éducations transversales avec des séances de lutte contre le harcèlement. Donc finalement, ce temps des VARS, il va s'organiser un peu de la même manière, mais il faut juste le penser à certains moments dans l'année. Les heures de vie de classe aussi, dans le parcours des VARS, on dit que les professeurs principaux en classe de 6e, quelle que soit leur discipline, prennent en charge une séance spécifique. On peut imaginer une heure de vie de classe qui sera utilisée pour une séance. L'EMC aussi, il y a dans l'introduction du programme des liens qui sont très très clairs et très explicites avec les VARS. Donc ce sont aussi des temps qui peuvent être mobilisés pour une séance spécifique. Et évidemment, et ça vous l'avez vu tout à l'heure avec l'intervention de Sophie Ponce, mais Claire B aussi l'a évoqué, les disciplines sont convoquées dans les VARS. Donc il peut y avoir tout simplement des séances disciplinaires qui vont avoir un prisme un peu particulier avec une dimension EVARS qui va être particulièrement portée. Mais il n'y a pas de raison, en tout cas, que l'opérationnalité soit un frein dans la mise en œuvre. Mais ça va demander effectivement une coordination et l'identification d'un référent ou de quelqu'un qui prend en charge avec le chef d'établissement cette organisation semble quand même un levier important. Et un autre sujet que vous avez abordé plusieurs fois depuis tout à l'heure et que Claire B a touché du doigt également, c'est celui de l'accompagnement. Pour mettre tout ça en œuvre, il va falloir accompagner et c'est votre rôle, j'imagine, à tous les deux. Oui, absolument. C'est notre rôle, enfin en tout cas pour l'inspecteur de circonscription, c'est l'action du pilotage. Donc le pilotage en appui, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec les directeurs d'école. Et puis je crois qu'il faut vraiment faire confiance aux enseignants. Je crois qu'ils sont outillés. Maintenant, il s'agit de les former sur ces questions-là. Je crois que Yael tout à l'heure l'a exprimé. Ils sont en demande de formation. Et les rendre légitimes dans cette action, dans la mise en œuvre du programme, c'est vraiment la question de la formation. Parce qu'il y a beaucoup de questionnements. Il y a autant de questionnements sur des aspects très spécifiques pour les enseignants qu'il peut y en avoir pour les familles. Et donc la complémentarité aussi avec les familles est extrêmement importante. On parle de communication. Il faut autant communiquer avec les équipes pédagogiques pour renforcer la légitimité et pour accompagner le prescrit, encore une fois. Mais aussi, je crois qu'il faut être en complémentarité avec les familles pour faire comprendre que les enjeux sont extrêmement importants et comme ça a été dit tout à l'heure, que l'école a sa place sur cette question-là pour aussi faire en sorte que nos futurs citoyens aient des comportements adaptés à la société d'aujourd'hui. Sabine Ticot, sur cette notion d'accompagnement en second degré, comment allez-vous vous y prendre ? Alors, dans beaucoup d'académies, c'est le cas dans l'Académie d'Aix-Marseille, mais c'est le cas dans beaucoup d'académies, il y a déjà des groupes de formateurs experts sur la question de l'EVARS qui, en général, mènent des formations pour accompagner les personnels de l'éducation qui veulent animer des séances. Donc, ces groupes d'experts existent et vont être des ressources
en territoire pour continuer l'accompagnement, notamment dans le cadre de formation d'établissement, alors qui s'appellent des FIL, des PFE selon les académies avec des acronymes, mais voilà, en établissement. Et ça aussi c'est intéressant parce que ça va permettre d'impulser le collectif. Accompagner, en fait l'idée c'est outiller pour l'animation des séances, mais c'est aussi accompagner la construction du projet dans le projet d'établissement. Identifier des indicateurs aussi pour évaluer le projet, des indicateurs en termes de climat scolaire. C'est tout ça en fait, c'est vraiment accompagner les équipes sur un temps un peu plus long. Donc il peut y avoir par exemple un accompagnement sur 2 années différentes dans des collectifs. Et pour faire aussi des liens entre premier et second degré, parce que ça c'est assez intéressant. Dans notre académie, comme dans beaucoup d'académies, on a des réseaux. Alors il y a les réseaux d'éducation prioritaire, mais il y a aussi des réseaux ou des bassins, selon où le premier et le second degré se retrouvent. Il y a les conseils école-collège aussi. Donc il y a des temps comme ça où on peut se retrouver et ça peut être intéressant de se rencontrer à un moment donné, notamment sur ces questions-là, les enseignants, pour travailler sur cette continuité des apprentissages. Et on peut aussi imaginer pour la co-animation, parce que c'est quand même un petit peu difficile de mettre en œuvre de la co-animation. Il y a la question quand même des moyens derrière. D'ailleurs, Sophie, tout à l'heure, quand elle l'a évoqué, a bien mis quand cela est possible. Et on pourrait imaginer, dans des réseaux en interdegré, avoir des personnels ressources de proximité qui peuvent aller en co-animation dans l'école pour soutenir les premiers pas, j'ai envie de dire, d'animation des séances pour des enseignants qui étaient jusque-là novices, et inversement, après tout, dans l'autre sens, avec des personnels de l'école qui seraient des experts et qui pourraient aller aussi soutenir une intervention. Donc il y a ça, et il y a aussi, bien sûr, alors là, au niveau du collège, il y a un peu plus de personnel, comme les CPE, les professeurs documentalistes, tous les personnels médico-sociaux qui, eux, peuvent intervenir en co-animation dans leur service. Donc ça apporte une petite souplesse. Il n'y a pas que des freins à l'organisation dans le second degré. Alors justement, les freins, on en a évoqué plusieurs depuis le début de ce débat. Aujourd'hui, est-ce que la communication n'est pas une solution pour les lever? Et surtout, comment allez-vous vous y prendre de ce point de vue-là? Alors pour le premier degré, si on parle de la communication avec l'avenir, il y a le conseil d'école, là où effectivement, en termes d'instance, on communique avec les parents, mais pas uniquement. On communique aussi avec l'ensemble de la communauté éducative, notamment les élus. Parce que ça aussi, dans le premier degré, on regarde des structures pédagogiques, des réseaux d'écoles. Faire de l'EVARS dans une école rurale, c'est peut-être pas la même chose que faire de l'EVARS en zone urbaine. Ça a été dit tout à l'heure aussi par Yael. Donc ça, il faut communiquer. Et le conseil d'école est une instance au cours de laquelle le directeur d'école peut reposer le cadre, l'institutionnel, le réglementaire, pour mettre en œuvre et expliciter auprès des familles et de la communauté éducative. Et dans le second degré, l'intérêt de la communication ? Donc, là, on est vraiment sur des enjeux complètement communs. L'idée, c'est d'avoir une communication qui ne s'arrête jamais. Je crois qu'elle a déjà commencé depuis cette présentation des programmes qui a reçu quand même un vif succès au Conseil supérieur de l'éducation. Et on continue en transmettant les ressources qui sont déjà à notre disposition. Les futures ressources seront transmises. Donc, à chaque fois, c'est une forme de communication aussi. Et peut-être le point un petit peu d'attention, c'est de ne pas renvoyer une communication qui pourrait laisser entendre que l'école n'est pas légitime. En fait, c'est cette question-là en fait, qui est fondamentale. Il faut que nous puissions communiquer de manière positive sur cette éducation à la vie affective relationnelle et à la sexualité dans le second degré, pour replacer la place de l'école par rapport à la place de la famille, et la place de l'école, et effectivement, ça a déjà été dit, n'est pas dans l'intime. Et ça, c'est quelque chose qu'on va continuer de dire, et le fait, dès qu'on aura commencé à mettre en œuvre des séances, certainement aussi que ça va un petit peu calmer le débat parfois qui peut s'appuyer sur des peurs un petit peu irraisonné. En concernant les peurs, aujourd'hui, peut-être qu'il y en aura dans les premiers temps, il peut y avoir des refus d'enseignement de l'EVARS, mais comme parfois il y a d'autres refus d'enseignement. Et en fait, la réponse des directeurs d'école comme des chefs d'établissement, ça va être la même finalement que pour n'importe quel refus d'enseignement. C'est-à-dire que c'est un enseignement obligatoire et il y a des textes de loi
qui mettent l'assiduité des élèves comme une obligation. Donc il n'est pas question de refuser cet enseignement au même titre que les autres enseignements, mais cela dit, ce sera important de rentrer dans le dialogue avec les familles, et pour ça, les directeurs comme les chefs d'établissement peuvent s'appuyer sur des ressources en rectorat. Je pense notamment à toutes les cellules valeurs de la République qui existent dans la plupart des rectorats et dont les éléments d'appui sont strictement les mêmes, que ce soit pour des atteintes à la laïcité que pour des refus d'enseignement dans le cadre de l'EVARS. Mais c'est vrai qu'installer un dialogue sain, constructif, où on explicite, mais sans se justifier, parce que ça n'est pas la question de se justifier en termes de légitimité. La légitimité, elle est posée par le cadre institutionnel qui a déjà été présenté, et c'est bien ce cadre-là qu'il convient, pourquoi pas en réunion plénière de rentrée avec des parents, de présenter, mais sans aller au-delà dans le détail de la présentation. Merci Sabine Thicot, merci Vincent Coteau pour cette illustration de ce que va être la mise en œuvre de ce programme dans le premier et dans le second degré. Vous avez tous les deux bien écouté ce débat. Je vais d'abord donner la parole à Sophie Ponce et après je donnerai la parole à Franck Burbach qui a pris beaucoup de notes pendant l'émission et qui va certainement nous faire une synthèse exceptionnelle pour la fin de ce propos. Sophie Ponce, peut-être avant en conclusion de ce que vous retenez de cette partie débat. De façon très synthétique, je dirais quand même que l'arrivée de ce programme permet quand même de poser la question de l'équité pour les élèves en termes d'éducation sur ces enjeux-là. Donc ça, c'est quand même un point qui est important, puisque jusqu'à présent, on avait des disparités en fonction des territoires et des établissements. Donc ça, c'est un point qui est particulièrement important. Je pense qu'on a insisté aussi sur le fait que ce programme, il est bien l'affaire de tous les personnels de l'éducation nationale, que les enseignants ils ont leur place, leur première place, et c'était aussi en cela que ce programme avait réellement une importance pour répondre à une véritable demande. Maintenant, l'arrivée d'un programme, ça pose des nouvelles questions aussi, puisqu'on met en œuvre un enseignement qui est maintenant décrit. Bon, je crois que l'accompagnement des enseignants et des personnels qui savent enseigner de toute façon, et l'accompagnement sur ces questions spécifiques va permettre une mise en œuvre de ces objectifs d'apprentissage. Merci Sophie Ponce. Et le mot de la fin sera pour vous, Franck Burbach. Je rappelle que vous êtes IGESR honoraire, membre de la Civise. Que retenir de cette heure de débat ? C'est la première fois dans l'histoire de la République scolaire qu'il y a un programme dans un contexte social de grande attente, avec parfois des drames qu'on connaît, ou qu'on ne connaît pas d'ailleurs suffisamment, mais qu'on finit par connaître. Il me semble qu'il faut considérer ce programme comme une opportunité institutionnelle très, très heureuse. Bon, c'est d'abord l'occasion, ça a été dit, d'accueillir des inquiétudes et d'y répondre de manière tout à fait sincère. Ce programme ne porte pas atteinte à la vie privée des élèves. Il n'est pas là non plus pour imposer un modèle de bonheur, ce qui serait du paternalisme, et ce qui serait au rebours de la tradition libérale, respectueuse de la liberté des élèves qui est celle de l'école républicaine. Il faut le dire à certaines familles qui peuvent être inquiètes, il faut le dire aussi à certaines parties de l'enseignement privé, qui ont pu voir dans l'apparition de ce programme une menace pour leur caractère propre. Ce programme n'est pas une menace pour le caractère propre, il est tout à fait compatible avec le cadre de travail. Donc il y a un enjeu de désinquiétude, si on peut dire ce barbarisme-là. Et sinon, il me semble qu'il y a 3 points importants. Il y a un enjeu de culture. L'école est un lieu de culture. Ce qui veut dire qu'à l'école, on peut prendre le temps, ça a été dit, d'y penser. Prendre le temps d'y penser, y compris quand on a affaire à des questions qui sont des questions ouvertes. Qu'est-ce que c'est que l'intimité ? Relativement à quoi ? À quelle partie du corps ? À quelle situation de la vie ? Qu'est-ce que c'est que le consentement ? Qu'est-ce que c'est que la violence ? C'est quoi la violence ? C'est les mots, c'est les gestes, c'est la violation des droits, mais quels droits, etc. Et puis, tout simplement aussi, peut-être, qu'est-ce que c'est que la sexualité ? À partir du moment où on introduit cette interrogation-là. Donc oui, ce programme a un enjeu de prévention, mais il a aussi un enjeu de réflexion. Faire réfléchir les élèves, réfléchir avec eux. C'est sans doute aussi une référence de culture commune pour l'ensemble des communautés éducatives, et ça, je pense que c'est très précieux.
qui peut-être n'y ont pas suffisamment pensé. Il y a un deuxième enjeu qui est un enjeu d'intelligence collective, ça a été dit. Et moi je dirais d'inventivité collective. Il y a quelque chose à continuer, il y a quelque chose à réinventer. Et puis il y a la liberté pédagogique. Un programme c'est un cadre, mais ça demande aussi de prendre en compte des besoins particuliers de formation, des situations particulières, etc. Et pour ça, il y a toujours une marge de complément, d'interprétation. Et ça se construit ensemble. Le terme d'anticipation a été dit, je crois. Il faut prendre le temps d'y penser. Et ça, c'est l'ensemble des équipes pédagogiques pluridisciplinaires, intercatégorielles, ça a été dit, qui vont avoir la responsabilité. Je pense que le terme d'inventivité est important et il me semble aussi qu'il y a un enjeu on pourrait dire de liberté par rapport aux élèves. Les élèves attendent beaucoup de ce programme, ils sont en demande et ils attendent de l'instruction. Et ils attendent aussi qu'on les écoute, c'est-à-dire qu'on accueille leurs questions. Qu'on accueille leurs questions. Et ce n'est pas facile pour l'institution scolaire, justement, de faire place aux interrogations des élèves. Et sans doute que, au fond, ce programme est l'occasion, dans le respect, on va dire, de l'institution et de la transmission de connaissances qui l'oblige et qui nous oblige tous avec elle, c'est aussi l'occasion d'accueillir la parole des élèves et de leur permettre de cheminer avec la liberté que l'école leur permet de forger au sein de ce nouvel enseignement. Il me semble qu'on peut dire cela. Eh ben, merci beaucoup Franck Burbach pour cette synthèse qui résume en grande partie l'heure et qui ouvre le champ de la réflexion aussi sur ce sujet de l'éducation à la vie affective, relationnelle et à la sexualité. C'était l'objet de notre émission du jour. Je vous propose d'y réagir toujours sur la plateforme X avec le hashtag Opériscope. Merci à vous quatre d'avoir été présents avec nous aujourd'hui. Merci également à Yael Amselem Mingui qui nous a quittés à la fin de la première partie. Et merci à Claire Bay pour la capsule enregistrée à distance. Ainsi s'achève notre émission. Belle journée à tous et à très bientôt.